Et nous allons poursuivre avec un état des lieux. Quelle est la situation actuelle en Belgique et en France et à quelle législation ces dispositifs sont-ils désormais soumis dans les États membres de l'Union européenne? Madame la Présidente, c'est ce que nous allons découvrir avec les intervenants issus des agences réglementaires de nos deux pays. Nous avons donc maintenant un duo franco-belge, Monsieur Thierry Séguer, ingénieur chimiste en formation des polymères, expert en dispositifs médicaux, au niveau recherche, développement, contrôle de qualité et surtout régulation dans la filière des soins. Depuis 2018, vous êtes directeur à la direction de l'ADM et aussi pour les dispositifs médicaux pour le diagnostic in vitro. J'espère qu'on en parlera. À l'Agence française nationale du service médical, aussi président depuis 2023 du bureau du réseau des autorités compétentes. Pour le côté belge, Monsieur Alexandre Joniot, vous êtes titulaire d'un master en biologie à l'ULB, si Internet ne m'a pas menti, avec orientation en biologie moléculaire en biotechnologie. En 2013, vous rejoignez la division des dispositifs médicaux de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. Vous en devenez directeur en 2016. On retient également que vous représentez la Belgique auprès de différents groupes européens, tels que le MDCG, qui est le Medical Device Coordination Main Group, et vous êtes également membre du groupe exécutif de la CAM, Competent Authorities for Medical Device. Je laisse à votre duo. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour notre participation pour nous permettre de montrer l'évolution au niveau réglementaire et montrer les défis ainsi que les différentes discussions que nous avons au niveau européen et national. Donc tout d'abord, ici, ce slide montre que la difficulté au niveau des dispositifs médicaux. Tout d'abord, la cartographie des acteurs. On voit qu'on a des très petites entreprises, donc on peut avoir un fabricant qui est représenté par une seule personne, comme des multinationales, mais également le secteur industriel est très grand, avec des compétences très larges. Également, comme vous le savez très bien, le cycle de vie des dispositifs médicaux est assez court, c'est-à-dire qu'il est en constante évolution, amélioration, afin de permettre à des dispositifs médicaux qui soient efficaces et sûrs pour le patient. J'ai parlé de compétences, donc on a vraiment un large panel de compétences. On parle de dispositifs médicaux combinés avec un médicament, par exemple les de côté. On parle aussi des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, companion diagnostics. On parle aussi d'intelligence artificielle, big data, tous les dispositifs médicaux connectés. Donc c'est vraiment très très large. Aussi, la particularité des dispositifs médicaux, c'est qu'il n'y a pas d'AMM comme pour les médicaments. C'est-à-dire qu'il y a le marquage CE, et dès que le fabricant a son marquage CE, le dispositif peut circuler librement dans le marché européen. Également, on parle de conformité aux exigences générales de sécurité et de performance, donc c'est l'annexe 1 des deux règlements. Donc c'est une liste de différentes exigences que le fabricant doit suivre pour s'assurer que son dispositif est conforme à la législation et peut continuer à le mettre sur le marché. On a parlé précédemment d'organismes notifiés, donc c'est un organisme tiers qui vérifie la conformité pour certains dispositifs, donc c'est-à-dire les dispositifs de 2A, 2B, 3, ainsi que les dispositifs qui sont stériles avec fonction de mesure ou encore réutilisables chirurgicalement. Donc cet organisme va vérifier la conformité et délivrer le certificat CE pour que le fabricant puisse mettre son dispositif sur le marché. Et donc on peut voir le marquage CE ici en bas avec 4 chiffres, donc les 4 chiffres c'est l'organisme notifié. Il y a donc aussi, plus les dispositifs à un risque élevé, plus la conformité sera complexe à suivre et les exigences seront beaucoup plus élevées. On a donc, avant les deux règlements, on a 3 directives. Donc le professeur Caton a présenté, donc il y avait la directive dispositifs médicaux, la directive dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, et ainsi que les dispositifs médicaux implantables actifs. Il faut savoir que les directives, la grosse différence avec un règlement, c'est que les directives, il y a une obligation d'implémenter nationalement ces directives, contrairement à un règlement qui est directement applicable. Aussi, la directive, on parle de 20 pages, le règlement, c'était 150 pages. Ça, c'est une grosse différence.
Comme on parle de 20 pages pour la directive, le règlement était très large, donc vraiment pas dans les détails, et c'était assez favorable pour tout ce qui est innovation. Il y avait également le principe de classification des exigences essentielles comme pour les IMDRF et le Global Harmonization Task Force, et également permettait les autorités compétentes à utiliser les ressources limitées que nous avons. Les points faibles, c'est surtout un manque de transparence. Comme il y avait une obligation de transposer ces directives de manière nationale, il y a un manque d'harmonisation entre les différentes interprétations de ces directives pour les autorités compétentes, ce qui augmentait la difficulté pour faire tout ce qui est surveillance du marché, vigilance et donc le suivi des dispositifs. Également, pour tout ce qui est l'harmonisation au niveau de la qualité des organismes notifiés, ce n'était pas vraiment le cas sous la directive. Ensuite, on est passé à deux règlements, donc le 2017-745 et 2017-746, qui a renforcé la partie réglementaire des dispositifs médicaux afin d'améliorer plusieurs points, donc notamment la supervision des organismes notifiés. Il y a tout ce qui est le Joint Assessment, c'est-à-dire que pour la désignation d'un organisme notifié, il faut des témoins, des autres autorités compétentes pour vérifier que la conformité ou la désignation de ces organismes sont correctement faites. Il y a également la volonté d'augmenter la conformité, donc elle est beaucoup plus exigeante. Également, il y a beaucoup plus de transparence et de traçabilité, comme on va voir sur les slides suivants. La même chose pour les diagnostics in vitro. Avant, on parlait de classes ou de groupes de l'annexe 2, liste A, liste B, autodiagnostic, et après il y avait un grand groupe qui était autres. Maintenant, on parle de classe de risque, classe A jusqu'à D, à savoir que la classe D est une classe avec la classe de risque la plus élevée. Évidemment, il y a aussi tout ce qui est procédure de démonstration de la conformité qui a été élevée, ainsi que les performances cliniques. Ensuite, donc, ici, comme on doit implémenter ce règlement, c'est un gros défi pour tous les acteurs qui sont liés aux dispositifs médicaux, tant les opérateurs économiques, donc à savoir les fabricants, importateurs, mandataires, donc tous les acteurs du terrain, mais également les organismes notifiés, vu que leurs exigences sont augmentées, mais également pour les autorités compétentes. Nos points sont bien décrits, donc les différents points de ces opérateurs sont décrits dans le règlement et sont beaucoup plus contraignants qu'avant. On a parlé de l'augmentation de l'évaluation clinique, donc on fait maintenant appel au panel expert pour les classes 3 et les classes, c'est-à-dire que cet avis est nécessaire pour les organismes notifiés pour faire leur évaluation et fournir leur certificat de conformité. Également, on a tout ce qui est guidance permettant l'implémentation plus structurée de ces règlements, donc permet une meilleure interprétation de certains points, définitions et autres du règlement. Donc ces guidances sont disponibles sur le site de la Commission. Il y a pour tout ce qui est traçabilité l'implémentation de l'identifiant unique du dispositif qui sera disponible dans le DAMET. Donc le DAMET, comme on a expliqué, c'est la base de données regroupant différentes informations pour les acteurs, les dispositifs, mais également pour les informations nécessaires à l'autorité compétente pour la surveillance du marché, à savoir les communications entre autorités compétentes, les veilles de la vigilance et le suivi des investigations cliniques. Et le dernier point, c'est un point de vue de la transparence aussi, c'est que le patient sera informé via la carte implant, donc c'est une carte qu'il va recevoir. Lorsqu'il a reçu un implant, le chirurgien devra fournir cette carte implant au patient afin qu'il ait toutes les informations fournies. J'ai été un peu vite, mais faute de temps, c'est un peu compliqué. Maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue. Voilà, on travaille très très bien ensemble, donc maintenant qu'on a fait un peu le tableau de nos attentes et de tous les apports du règlement, je vais passer à la phase un petit peu plus compliquée, c'est-à-dire la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Alors oui, certes, réglementation ambitieuse pour un secteur ambitieux, tant pour le secteur du dispositif médical que pour le secteur du diagnostic in vitro, avec, on le voit, l'ensemble des spécialités industrielles, l'ensemble des technologies qui sont mis au profit de la santé, et donc par conséquent des cycles d'évolution rapide. Problème de capacité tout d'abord, ça a été évoqué par le docteur Cadon tout à l'heure. On était à une époque à 80 organismes notifiés, on était retombé à 60 parce que là on a trouvé aussi que
on avait eu une croissance un petit peu rapide, mais aujourd'hui on en est à 44 côté dispositif médical et surtout 12 uniquement côté diagnostic in vitro, alors qu'on a dans le nouveau cadre réglementaire une inversion des proportions, puisqu'auparavant c'était aux alentours de 10% des tests de diagnostic in vitro qui passaient par des procédures faisant intervenir ces organismes, et le nouveau cadre réglementaire prévoit que ce soit entre 80 et 90%. Ensuite, il faut le dire, je pense qu'il faut qu'on se dise des choses et qu'on soit capable de réellement faire une analyse de la situation. On avait une mauvaise préparation du fabricant, peut-être liée à un manque de perception du renforcement des exigences entre la directive et le règlement. Et je crois encore, et je pense qu'on en est tous convaincus, les directives ont apporté déjà un premier cadre à ce secteur très complexe, très vaste, mais par contre avec un certain nombre de déficits, notamment sur l'évaluation clinique. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit au niveau des dossiers de transfert MDR, des manques d'évaluation clinique, mais pas que, aussi dans des aspects précliniques et des aspects de sécurité. Quand on est sur un implant qui va être implanté 1 an, 10 ans, etc., jusqu'au décès du patient, c'est quand même des choses qu'il faut qu'on arrive à anticiper au maximum. Et là, force est de constater un certain nombre. Ensuite, il faut qu'on se mette aussi, et je crois qu'avec Alexandre, autour des autorités compétentes, le manque de pragmatisme, tant dans les autorités compétentes qu'au niveau européen, dans l'interprétation et l'application des nouvelles exigences. Et d'ailleurs, ça se voit, on part de 150 pages de réglementation, et aujourd'hui on a plus de 1000 pages de guidance d'application de la réglementation. Et puis ensuite, un contexte compliqué par, d'une part, la pandémie Covid en 2020, et puis les évolutions post-Covid, tant au niveau situation économique et géopolitique mondiale, et on a pu voir notamment, pour parler un petit peu des ruptures et des tensions d'approvisionnement, qu'un simple conteneur qui s'était en travers du canal de Suez provoquait des difficultés d'approvisionnement en France et je suppose en Belgique aussi. Deuxième point dans le déploiement, c'est qu'il y avait eu une charge très importante, trop importante, liée au transfert des certificats de DM déjà commercialisés. Alors, deux types de DM, des DM très éprouvés, connus, qui n'ont jamais posé de problème, et puis peut-être à côté de ça, comme on l'a dit, énormément de DM sur le marché, et dès les premières écritures de ces textes, on avait dit, attendez, il y a probablement des bons DM, mais puis des DM un petit peu moins bons, et on va garder que les bons. Sauf que là, c'est ce que je disais tout à l'heure, on s'est aperçu quand même qu'il y avait pas mal du mal à passer la barre, et certains ont dit, on n'y va pas parce que ça coûte trop cher, c'est trop compliqué, et je dirais, par exemple, des clients, quand on est un petit peu moyen la première année, qu'on est encore un petit peu moyen la deuxième année, et généralement, la troisième année ne se passe pas très très bien. Alors ça, c'est directement lié aux conséquences notamment du renforcement des exigences d'évaluation clinique et des restrictions en matière de règles d'équivalence. Alors on va se dire, on aurait dû rester sur le schéma précédent, sauf qu'avant on avait de temps en temps des évaluations cliniques qui étaient quand même en deçà de ce qu'on peut attendre, encore une fois au regard de l'évolution rapide des technologies, avec la difficulté de suivi post-market, vous l'avez rappelé, l'importance des registres, et puis d'autre part, au fait que, y compris pour des DM éprouvés, il y avait encore des interrogations sur certains modes d'utilisation, etc. Deuxièmement, ça posait le problème aussi de voir que des fabricants qui travaillent depuis très longtemps dans le secteur étaient en difficulté sur simplement la justification de ces aspects cliniques, précliniques. Très clairement aussi, les nouveaux acteurs qui sont arrivés là-dedans, et j'ai eu l'occasion de discuter hors Europe avec des fabricants de dispositifs médicaux, ils ont tendance à se dire, pas de visibilité, pas de prédictibilité, on attend un petit peu. Donc ça a freiné les ambitions. On en parlait ce matin sur certaines startups. C'est vrai qu'on perd une certaine attractivité. Ça, c'est vraiment un problème. Alors, par contre, il y a des actions. Notamment de suivi, et ça, on travaille donc avec le MDCG autour de la Commission européenne, et puis aussi avec donc ces réseaux d'autorités compétentes avec lesquels on travaille très très souvent, notamment avec Alexandre ensemble, pour justement être en mesure d'être agile, plus agile vis-à-vis de cette réglementation, et d'essayer d'améliorer les choses et de rendre cette application possible.
Ça a été écrit par M. Caton depuis la publication de ces textes. On a déjà 3 actes législatifs qui sont venus prolonger les périodes de transition, sachant que la dernière est actuellement en cours de discussion au Parlement européen. Et enfin, dernier point, c'était un choix avec une alternative qui s'est posée à la Commission et aux États membres en 2012, en 2010, de savoir si on avait une gouvernance centralisée, un peu à l'image de celle qui est pour le médicament avec l'EMA, ou le maintien d'une gouvernance décentralisée, avec la Commission européenne plus États membres. C'est ce modèle-là qui a été retenu et qui, quand même, montre qu'il faut, pour des aspects très opérationnels, avoir recherché des consensus, des discussions, et donc c'est un mécanisme qui est difficile. Des actions mises en place, comme je vous l'ai dit, au niveau de ce groupe des autorités compétentes, autour de la Commission, donc c'est un groupe qui est prévu, le pilotage qui est prévu dans la réglementation, avec des initiatives qui sont parties des autorités compétentes. Tout d'abord, de créer un suivi opérationnel avec un tableau de bord, justement pour suivre et pour permettre de documenter et de donner, M. Caton, les chiffres que vous avez réexploités sur le nombre de certificats existants. Il faut savoir qu'il y a 4 ans en arrière, on n'avait pas ces données-là, ce qui est quand même, pour un ingénieur que je suis, un petit peu difficile de suivre l'évolution d'un système sans avoir d'indicateur, mais pour vous, médecins, c'est la même chose. Ensuite, l'adaptation des procédures dans le cadre réglementaire. Donc, il y a des guidances, notamment en 2022, qui ont été travaillées avec la Commission européenne, l'été 2022, pour trouver quels étaient les gains rapides qu'on pouvait avoir par justement une amélioration de la compréhension, une simplification sur certaines tâches. Et surtout trouver des mécanismes qu'on a vus pour permettre aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro d'accéder au marché s'il y avait ces retards de certification. Par ailleurs, ça a été évoqué, et c'est vraiment, je crois, un souci aussi des autorités compétentes, parce que je crois que toi, comme moi, on a bien sûr cette tâche d'appliquer une réglementation, d'être quelque part un gendarme des dispositifs médicaux, mais enfin derrière on a le ministère de la Santé, et je crois que dans nos agences, le but c'est certes d'avoir des dispositifs médicaux sûrs et performants, et des diagnostics trop pareil, mais surtout d'avoir aussi de garantir la disponibilité de ces matériels médicaux pour assurer bien sûr la sécurité des patients en tout premier lieu. Donc c'est pour ça qu'il y a des travaux de fond qui sont lancés d'ores et déjà sur les orphan medical devices qui peuvent aussi s'étendre aux petites populations comme la pédiatrie pour rechercher déjà des définitions harmonisées, ce qui ne serait-ce que ce simple point donne lieu à pas mal de débats. Et puis, encore une fois, une approche pragmatique de la démonstration de l'évidence clinique. On a recherché à renforcer l'évidence clinique en 2010, puis dans ces nouveaux textes règlements. Et aujourd'hui, il faut avoir un principe de réalité. Quand on est sur des petites séries, et ben oui, on va faire une étude au niveau de l'alcool, de toute façon, on prend une patient de droit, etc. Quand on a 10 patients par an, voilà. Ensuite, j'ai parlé un petit peu de diagnostic in vitro. On a vu que très rapidement, l'application du nouveau règlement a posé des problèmes dans la réalisation de certaines investigations cliniques, essais cliniques pour le médicament, qui utilisaient des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro pour certains non certifiés. Alors, dans l'ancien cadre législatif, qui était beaucoup plus souple, ces dispositifs étaient marqués CE en autocertification je ne présume pas du tout qu'ils n'étaient pas performants. On avait un niveau de preuve et de vérification qui était. Par contre, quand il a fallu appliquer le nouveau règlement, tout le monde s'est aperçu, mais le DIF, j'utilise dans mon essai clinique médicament, mais je ne peux plus l'utiliser. Donc là, très rapidement, c'est un peu, c'est bien, parce que vous allez me dire, vous êtes réactif, oui, mais enfin, de temps en temps, moi j'aurais préféré que ces points-là, on puisse les anticiper un petit peu, et là, je veux dire qu'en France, on a eu ce constat, et ça a été le constat dans tous les pays européens, 12 projets Combine, alors qui est très intéressant, parce que ça permet de faire aussi une convergence dans les deux secteurs, et pour essayer justement de bien coordonner les programmes et les agendas quand on a le développement d'un essai clinique médicament, pour s'assurer que le test de diagnostic in vitro qui va permettre de suivre, de donner des résultats sur cet essai, soit aussi dans le bon cursus réglementaire et
On n'arrive pas à un moment où on pourrait imaginer un médicament qui obtienne une autorisation de mise sur le marché, qui nécessite un diagnostic compagnon, et que le diagnostic compagnon ne soit pas sur le marché lui-même. Voilà. Alors, donc il y a beaucoup de travail. Je crois qu'aussi la TED, depuis quelques années, je pense tous ensemble, et c'est important aussi, et je vous remercie encore, c'est vrai que je ne l'ai pas fait en prenant la parole pour cette intervention et l'opportunité qu'on puisse échanger dans cette si belle enceinte. Parce que je pense que c'est aussi un intérêt commun qu'on a pour vous, professionnels de santé, nos régulateurs, de renforcer cette sécurité du dispositif, mais également surtout de permettre le dynamisme et l'entrée en innovation, encore une fois, dans l'intérêt des patients. Donc je crois qu'il y a une volonté des États membres, en tout cas c'est vraiment une volonté au niveau de l'agence et au niveau français du ministère de maintenir la mise en œuvre de ces règlements et ne pas se dire « oh là là, on a fait fausse route ». Il y a des choses qui sont bien à l'intérieur de ces règlements. Par contre, comme on l'a vu, il faut maintenant être flexible pour réussir à la transformation de l'essai, pour prendre des termes un petit peu de rugby, et réussir à l'appliquer. Donc il faut maintenir ce travail et ces débats des forums d'expertise, comme on en a parlé, ce réseau des autorités compétentes autour de la commission, mais également le réseau des autorités compétentes plus associatifs, informels, que je préside depuis septembre dernier, trouver les points qui nécessitent un allègement administratif, améliorer les procédures, et puis maintenir une forte implication de la Commission européenne et du niveau politique, progresser par les formats EPSO des ministres de la Santé, de façon à vraiment lier la décision politique et puis impliquer derrière les patients et les citoyens européens. Et bien sûr, les professionnels de santé et leurs différentes représentations en premier lieu. C'est aussi une coordination ensemble avec le support des petites et moyennes entreprises, qui sont quand même beaucoup dans le milieu, et puis aussi prendre en considération, on en parlait ce matin avec l'intelligence artificielle, de tout ce qui est un petit peu réglementation horizontale et qui viennent aussi impacter le secteur du dispositif médical. Je reprends toute la notion aussi de REACH et de l'évolution des connaissances sur la toxicité des différents matériaux aussi, est quelque chose qui impacte beaucoup le dispositif médical aujourd'hui. Et puis, comme je viens de le dire, le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes, fabricants, organismes notifiés, professionnels de santé, patients, pour qu'encore une fois, on arrive à l'objectif commun, qui est de délivrer des dispositifs médicaux sûrs et performants pour le patient. Alors, la gestion des pénuries et des arrêts de commercialisation, donc là aussi, EBSCO de novembre dernier, avec une attente particulière des ministres de la Santé, que ce point soit traité pas uniquement dans le secteur du médicament. Et donc, il a été proposé une obligation de communication et d'information de la part des acteurs, des fabricants, vers leurs autorités compétentes de risque de rupture au pénurie. Alors, c'est des mécanismes, pour l'instant, donc c'est intéressant qu'on ait enfin un mécanisme européen, de façon à identifier le plus en amont possible des situations critiques et surtout d'être en capacité de travailler au niveau européen pour voir, le cas échéant, quand il y a besoin, peut-être même de déroger, en tout dernier lieu, mais surtout de s'assurer vraiment qu'on n'a pas peut-être une solution alternative dans un autre État membre qui peut ne pas être connu parce que PME n'a pas investi le marché d'un autre État membre, parce que PME n'a pas investi le marché d'un autre État membre et n'a pas été chercher le remboursement dans cet État membre. Donc qu'on ait une solution au niveau européen, sachant qu'aujourd'hui le traitement est très national. Voilà, dernier slide. Tirer des enseignements et préparer l'avenir. Donc dans ces règlements, il est prévu qu'il y ait une évaluation de ces règlements en 2027 du fonctionnement. C'est un travail que doit réaliser la Commission. Il est bien entendu que l'ensemble des parties prenantes, vous avec vos représentants, nous au niveau des autorités compétentes, puissent, et bien sûr les fabricants qui ne s'en privent pas d'ailleurs, et qui ont déjà commencé de façon très structurée à émettre leurs propositions, puissent faire cette évaluation ciblée. Encore une fois, de rappeler, et je l'ai dit plusieurs fois, les objectifs voulus par ce réglementaire, des DM sûrs et performants, validés cliniquement pour l'intérêt des patients, et puis bien sûr pour faciliter le travail au quotidien de l'ensemble des professionnels de santé.
Certainement, il va falloir qu'on évolue dans la centralisation et, comme je dis, on a quand même des mécanismes de décision en ce moment, y compris avec des niveaux opérationnels qui sont lourds, qui nécessitent beaucoup de discussions. Donc, est-ce que le modèle centralisé n'est pas à remettre un petit peu sur le terrain? Ben, certainement que si. C'est une capacité aussi à gérer des dossiers à risque élevé. On a vu le dossier Philips, on parlait de Cloudify tout à l'heure. Le dossier Philips a été assez édifiant en matière de, voilà. Puis après, je ne vais pas jeter la pierre à un fabricant plus qu'à un autre. On peut avoir des incidents sur des dispositifs qui sont de plus en plus complexes, avec des matériaux qui sont utilisés longtemps, etc. Pour chercher les problèmes rencontrés dans l'aéronautique, etc. aussi. Par contre, c'est la façon dont on peut les prendre en charge rapidement, de le faire en transparence, en collaboration avec les autorités compétentes, de façon à solutionner les problèmes. Les incidents, on en aura toujours, c'est propre d'un objet technologique. Et puis aussi, il y a des ruptures comme les consommables ECMO l'année dernière, de CMO l'année dernière, où on avait des problèmes d'emballage, de barrières stériles, qui ne remettaient pas en cause la sécurité des dispositifs, qui ne remettaient pas en cause la sécurité d'utilisation du PM, mais par contre, qui empêchaient le fabricant de délivrer des dispositifs qui étaient avec une assurance de sécurité. Là aussi, impact européen, nécessité d'avoir une action rapide au niveau européen, c'est ce qui a été fait, puisqu'on a réussi à prendre une dérogation au niveau européen. Et puis ensuite, surtout, un gros point de renforcement de ces réglementations, c'est le maintien de la cohérence entre tous les acteurs, y compris les organismes notifiés, d'une évaluation scientifique centralisée, avec certainement l'implication de l'EMA, qui s'acculture de plus en plus aux dispositifs médicaux, puisqu'il gère des panels d'experts, qui est vraiment pour moi un outil très intéressant dans la panel d'experts européen, le président Belfort en fait partie, pour l'évaluation et une base d'évaluation scientifique européenne des dispositifs médicaux. Ça c'est vraiment important, je pense. Les laboratoires de référence aussi, surtout dans le secteur du DM-Viv. Et puis de trouver entre les autorités compétentes des mécanismes de coordination qui sont aussi aujourd'hui prévus, notamment dans l'autorisation d'investigation clinique et dans la vigilance. Et puis enfin, l'accompagnement d'innovation, et ça c'est vraiment, moi je l'ai redit à la commission il y a quelques jours, c'est vraiment par rapport à le développement des extensions de période de prévention, quelque chose qu'on n'a pas encore suffisamment outillé au niveau européen, tant pour les gros projets que pour les PME. Voilà. Et puis ensuite, comme on dit, le métier, c'est la surveillance, c'est la vigilance, et donc là aussi d'améliorer les systèmes de retour d'information de façon à ce qu'on puisse suivre, encore une fois, ce marché très complexe avec un nombre de produits très très important pour qu'on soit capable de détecter le plus rapidement possible. Voilà, merci.